Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibaut. Vous êtes directeur d'études chez Precepta et vous venez de publier une étude sur la presse magazine intitulée « Les nouveaux business models de la presse magazine ». Alors, avant d'évoquer ces nouveaux business models, je voudrais que l'on parle d'un cas très concret. Ce matin, je me suis promené sur le site du magazine Le Point, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des tweets, j'ai vu de l'information en continu, des dépêches AFP. Est-ce que finalement, il est encore légitime de parler de titre de presse magazine ? Ce que l'on peut dire lorsqu'on parle de la marque média qu'est Le Point, c'est qu'elle reste très intimement et invariablement associée à l'univers du magazine. Mais la numérisation croissante, accélérée, à marche forcée de l'environnement général des opérateurs les pousse à investir de nouveaux territoires de valeur, à aller chercher de nouvelles sources de croissance, y compris en dehors de leur territoire natif qui est le print, ce qui alimente quelque part la confusion des genres à laquelle vous faisiez référence dans le cadre de votre question. Alors, ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Quelles sont ces nouvelles sources de valeur qui sont situées justement en dehors du territoire natif du print? Quelles sont celles que vous avez identifiées dans l'étude? Alors, elles sont très nombreuses, mais de manière non exhaustive, on pourrait évoquer ensemble la question de l'événementiel, on pourrait évoquer ensemble également la valorisation des données d'audience qui est facilitée, sinon même permise par la numérisation croissante et accélérée de l'activité de Presse Magazine, ou on pourrait aussi évoquer la question du e-commerce dans le magazine qui tend à se généraliser à la vitesse de grand V. Et quand vous parlez de l'e-commerce, vous sous-entendez que les médias vont progressivement se muer en distributeurs? Distributeur n'est pas le terme que j'aurais choisi. J'aurais plutôt opté pour un terme d'apporteur d'affaires. Apporteur d'affaires. Apporteur d'affaires. Si on regarde de très près ce qui se passe actuellement dans le secteur de la presse magazine, on voit émerger deux grands business models. Un sur la phase print et l'autre sur la phase numérique de l'activité. Sur la phase print, on voit apparaître des applications dites de flash and buy grâce à des acteurs tiers tels que Zoomdle ou Selectionist qui donnent la possibilité aux lecteurs ou aux lectrices de se munir de leur smartphone, de flasher un contenu promotionnel, une publicité, de reconnaître le produit ainsi flashé pour renvoyer le lecteur ou la lectrice directement sur le site marchand de l'annonceur où ils pourront éventuellement finaliser leur achat. Et là, l'opérateur de presse magazine se rémunère au trafic généré ainsi sur le site marchand de l'annonceur. Et à la commission. Et à la commission. Et c'est ça le premier business model. C'est le premier business model. Le second business model sur la phase numérique que l'on pourrait évoquer, c'est celui du dropshipping. Le dropshipping, on peut le retrouver par exemple sur The Good Concept Store, qui est le magasin online du magazine The Good Life, sur lequel on trouve une offre présélectionnés par les équipes de rédaction de The Good Life, qui correspondent à l'univers lifestyle que la marque média veut mettre en avant. Ils sont éditorialisés et permettent donc au lecteur ou à la lectrice, intéressés par tel ou tel produit, de cliquer dessus, renvoyer directement sur le site marchand de l'annonceur et derrière se rémunérer à la commission à l'achat. Alors on comprend tout à fait l'intérêt commercial qu'il y a dans ce type de démarche, mais néanmoins, il y a une grande question. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la qualité de l'information? Et même si on tire le fil, est-ce qu'on peut ne pas dire qu'in fine, il y a un danger pour l'indépendance de l'information, l'indépendance des médias, sans laquelle finalement il n'y a point de démocratie? C'est une très bonne question qui mériterait un débat bien plus important et le temps imparti dans cette vidéo. Très clairement et contradictoire également. À mon sens, si on évoque le e-commerce, mais également le brand content, avec la multiplication de contenus rédactionnels promotionnels, de publis rédactionnels, de contenus sponsorisés, qui sont un passage obligé aujourd'hui, dans la mesure où les sources de financement se tarissent, ce que je soutiens dans l'étude, c'est que ça ne pose pas de problème de démocratie tant que ces contenus sont très clairement identifiés comme tels et que les consommateurs, lecteurs, lectrices de ces contenus sont capables de faire preuve du plus essentiel et élémentaire des discernements de manière à pouvoir les identifier. En creux, cela pose évidemment la question de la sensibilisation des générations digital natives pour reconnaître ce type de contenu. Je voudrais que l'on revienne à cette question des nouvelles sources de valeur. Vous avez évoqué tout à l'heure le média comme apporteur de solutions, apporteur d'affaires. Si on se place du côté du consommateur, finalement, pourquoi est-ce qu'il irait vers un site de médias plutôt que vers un site spécialisé du type Amazon, par exemple ? Tout simplement parce que les valeurs portées par la marque média n'ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par un site marchand tel qu'Amazon. C'est une question de valeur rattachée à la marque média. De valeur, d'historique, parce que la marque média, c'est un vecteur de réassurance, c'est un élément d'identification, c'est un passage obligatoire pour accéder à l'information. Si on sort
une petite seconde de l'univers de la presse magazine pour prendre la presse dans son ensemble. Évoquons ensemble le cas du Figaro, par exemple. Le Figaro a réussi, et c'est quelque chose d'assez unique pour l'instant dans l'univers du média, mais qui va, à mon sens, être amené à se généraliser autour de marques médias très fortes, a réussi à constituer un hub serviciel autour de sa marque ombrelle. Aujourd'hui, vous vous rendez sur le site du Figaro et vous avez accès à une pluralité de services qui vont du ticketing aux services immobiliers, éventuellement à des services d'annonces, etc. J'en passe parce que le hub serviciel constitué par le Figaro est pas loin d'être exhaustif. Tant et si bien que lorsque vous arrivez le matin pour aller consulter les informations sur le site du Figaro, vous pouvez avoir accès à une pluralité de services monétisables qui sont adossés à la marque Le Figaro sans sortir de l'univers de la marque. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Écoutez, à vous entendre, moi j'ai quand même l'impression qu'on peut en conclure que le print va mourir, puisque les nouveaux territoires de valeur, ils ne sont plus dans le print. Ils sont en dehors du territoire natif, c'est ce que vous disiez au début. À mon sens, le print ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Alors pourquoi ? Il ne va pas mourir. C'est la thèse que je soutiens dans cette étude, c'est que le print ne va pas mourir, mais son statut va évoluer. Il est invariablement amené à évoluer. Aujourd'hui, soyons très clairs, le print est une face du business qui est encore rentable, mais qui est déclinante. La diffusion se tarit et les sources liées, que ce soit à la face médiatique, liées aux ventes, ou sur la face publicitaire, sont en train de se tarir. Mais ça reste une face rentable. Une face rentable qui sert aujourd'hui essentiellement aux opérateurs de magazines à financer leur transition numérique et leur transition vers d'autres territoires de valeur, y compris sur l'extension de marque, sur l'événementiel, etc. Demain, il a fort à parier que les business models numériques mis en place, le business model numérique permettra de financer le maintien d'une phase premium qui pourrait être le print, qui s'adressera à des individus, à des consommateurs disposés à payer pour une information de qualité, une information premium. Eh bien, Julien Pillot, je vous remercie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre étude intitulée « Les nouveaux business models de la presse magazine ». Merci. Merci Thibaut.